Rudolf Pector figure parmi les personnages les plus troublants de l'Empire des Frustrés. Ce natif de Boston se passionne très tôt pour la dissection de la nature humaine et forme le vœu de devenir comédien. Son énergie délirante, alliée à une curiosité sans limite, le poussera à commettre un crime. Il se réfugiera en Angleterre, vraie patrie de l'art dramatique, premier vivier de talent pour les producteurs américains eux-mêmes. Les acteurs anglais jouaient si bien la comédie qu'ils supplantaient les acteurs américains dans les films américains. Le destin de Rudolf se jouera à Londres, où sa plastique de mannequin et son charme ténébreux ne passeront pas inaperçus. L'Angleterre et l'Amérique. Désunion de forme, concordance de fond. L'art de vivre y est le même. Ne vous laissez pas abuser par l'étiquette des uns et la décontraction des autres. La prééminence historique revient toutefois à l'Angleterre et à son Royaume-Uni. Cet art de vivre s'appelle le jeu. Rudolf était littéralement fasciné par la culture impériale de l'Angleterre, dominatrice et sans scrupules, mais qu'une élégante décontraction dans les mœurs venait tempérer, presque adoucir. Ces gens-là prenaient peut-être leur vie pour un jeu, le massacre d'Amritsar dans le Punjab, le polo, le thé, l'Est Square, la pornographie à domicile, Empire Theatre, un jeu. On admet à peu près partout dans le monde que ce que l'on nomme jeu est une prérogative d'enfant, un domaine réservé qui ne porte pas à conséquence. L'enfant joue le plus clair de son temps entre les bornes relativement fiables de sa sécurité. Il n'est pas censé y risquer sa peau. L'adulte joue pour se distraire de son lot quotidien, solennel et conséquent. Première anecdote. Aux attaques dirigées contre son très jeune fils, un blogueur malicieux a opposé à ses détracteurs l'argument du jeu. Mon fils se déguise en princesse parce qu'il joue à la princesse. Mon fils est un acteur. En somme, le jeu étant inconséquent par nature et domaine réservé de l'enfant, pourquoi nous faire chier? Deuxième anecdote. Les petits-enfants de l'acteur Omar Sharif ne pardonnent pas facilement à leur fameux grand-père son addiction aux jeux de hasard. Le problème de fond n'étant pas tant son féroce amour du jeu, mais sa propension à perdre. En effet, l'adulte étant une créature solennelle dont les choix portent à conséquence, il ne devrait pas être autorisé à jouer frivolement comme le ferait un enfant. L'adulte doit, et c'est un point d'honneur, jouer pour gagner. Cette responsabilité, cette enclume lâchée sur sa nuque par ses propres démons et qui l'oblige à uniformiser tous les enjeux, à relever des prétextes à la performance dans tous les coins, à exhiber sa force comme un grand singe, ne rend savoureux ni le temps du jeu, ni le temps plus long et plus triste du lot quotidien. C'est l'heure du stress. Les anglo-saxons, sujets au stress comme tous les autres bipèdes cravatés et manucurés, ont inventé une formule paratonnerre, une amulette sonore dans laquelle se résume l'essence de leur légendaire flegme. Hold on tightly, let go lightly. Accroche-toi fermement, sérieusement, détache-toi légèrement. La musicalité de cette devise a quelque chose d'un slogan bouddhiste fredonné par une troupe de hippies avachis sur une plage, non? Pourtant, si Let Go Lightly a de quoi convaincre Siddhartha Gautama, Hold On Tightly contredit ouvertement Siddhartha Gautama. Il se trouve qu'on ne s'accroche pas, il se trouve qu'on ne s'attache pas quand on est bouddhiste. Tightly est hors de question. Hold on tightly contredit le principe bouddhique de détachement. Mais alors, comment peut-on s'accrocher à quelque chose? À quelqu'un? À un lot quotidien? S'y accrocher dans le plus grand des sérieux pour en fin de compte, let go lightly, se détacher légèrement. Comment fait-on? Ces British sont tombés sur la tête, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur thé? La schizophrénie de leur formule fait peur, oui.
En vérité, elle fait peur à quiconque réduit l'âge adulte à ses deux plus simples expressions, solennité et conséquence. Non, monsieur, on ne peut pas se permettre de se détacher légèrement quand la barbe nous tire vers le bas, les seins vers la terre, l'argent vers le gouffre, l'âge adulte vers l'enfer. La vie, au fond, n'est bonne qu'aux enfants que l'on aime et aux attardés mentaux. Les aristocrates, eux, peuvent let go lightly. Cette vieille race l'a toujours pu. Jouer sans y laisser de plume, jouer pour le simple intérêt de jouer. L'aristocrate n'est pas plus aristocrate quand il remporte une mise que quand il la manque. La défaite a son panache. L'Angleterre impériale n'en est pas moins impériale d'avoir rétrocédé Hong Kong à la Chine. La ruine prolongée de sa famille n'empêcha pas mon ancien camarade de classe Thibaut de s'accommoder de ses vêtements troués avec plus de style que n'en auront jamais les petits esclaves des grandes marques et les petits esclaves des fashionistas aux silhouettes de Maccabée. Le sang ne saurait mentir, dit-on. Les cultures aristocratiques anglaises et françaises ont dominé et écartelé le monde pendant un minimum de 3 siècles. Elles l'ont fait à coups de battes de cricket dans la gueule des indigènes, en ratifiant de morbides partitions et de sordides traités de Berlin. On n'a jamais dit qu'un jeu ne pouvait pas être vicieux. Certains l'aiment chaud. La France, toujours à cheval sur son exception culturelle, se dissocie progressivement de l'art de vivre aristocratique avec la chute de Napoléon Ier, qui avait sauvé cet art des flammes de la Révolution. Depuis ce temps, la fameuse devise « Impossible n'est pas français » bouffe les chrysanthèmes par la racine et l'esprit de cet ancien pays glorieux patauge dans la culpabilité, la modestie, la peur de l'autre et la semoule indigeste d'un patriotisme inavoué et faible. L'antidote à cette ankylose est le goût de jouer. Les anglo-saxons n'ont pas perdu ce goût, le goût du masque, de la farandole, du spectacle, de la propagande, de la réinvention du monde, de l'amour du risque et du détachement presque enfantin face aux conséquences. Postulat de départ: le monde est à moi. Le monde est à moi, exactement comme une chambre d'enfant appartient à un enfant. La chambre ne lui appartient pas en propre. Il n'en est pas le détenteur initial et ne l'administre qu'à grand-peine, mais c'est sa chambre. Son parent est la divinité des pots cassés. À lui de gérer la merde. Le temps qui passe est aussi la divinité des pots cassés, autant qui passe de gérer l'Inde de la partition, l'Afrique des indépendances, l'Irak des licornes de destruction massive, la Syrie des kamikazes français. Le monde n'est qu'une chambre d'enfant. Let go lightly. L'inconséquence aristocratique, le flegme, le jeu comme suprême art de vivre sont des vertus cardinales qui ne sont plus depuis longtemps l'apanage du sang bleu européen, l'apanage des confréries américaines. La hauteur de vue se popularise, se diversifie, va dans le public. Les grands de ce monde n'en ont plus l'exclusivité. Les groupes de rock anglais sortis des poubelles de Manchester ou les rappeurs américains sortis des poubelles de East Harlem sont des seigneurs autoproclamés dont l'amour du scandale, des caprices et du cirque médiatique honore la griffe d'un Lord Byron ou d'un duc de Richelieu. La tradition aristocratique descend de plusieurs étages pour rester au top. Même un fils de pute au sens littéral du terme, comme le fictif Christian Grey, c'est jouer à l'aristocrate décadent, pervers et sophistiqué. Il soumet des légions de lectrices. Le succès de 50 Shades repose essentiellement sur la pénétration du jeu dans la sphère intime, avec tout ce que ce jeu implique de codes, de chartes de conduite, de théâtre, de domination, et de rétrocession possible, de retrait imaginable, de décrochage. Le lot quotidien de l'adulte ordinaire y est prohibé. La lectrice, la femme, s'accroche,
fermement, sérieusement, au barreau du lit de la chambre rouge, et s'en détache légèrement une fois le livre refermé. Toute la puissance de la télévision et du cinéma anglo-américain est là. Toute la puissance d'attraction de la culture anglo-américaine est là. Principe de l'inconséquence aristocratique que la France a perdu en route et qui pourrait lui valoir, si jamais elle le retrouvait, de maîtriser un autre mot terrible et d'en faire son futur. Fantasme. En attendant, Rudolf Pector joue à Londres.